Guten Tag an alle. Ja, wir sind froh, heute diese Studie zu präsentieren und ich war gefragt, ein bisschen ein paar Wörter auf Deutsch zu sagen für die Kollegen, die sprechen Französisch nicht so gut. So, die Idee von dieser Studie kam von uns, weil wir kennen sehr gut, wir kennen gut, wie Projekte wie Wirkungskontrollen für Fischaufstieg zu beurteilen. Es gibt ein bisschen Standarderwartungen. Wir wissen, wenn wir können sagen, das ist gut genug, das ist noch schlecht, wir müssen etwas besser nachbessern oder so. Aber für Fischabstieg, das ist viel schwieriger. Und wir wollten zuerst ein bisschen ein Stand der Kenntnisse, Stand des Wissens machen. So, das ist diese Studie. Und die Frage war, was können wir lernen von Projekten mit Sanierungsmaßnahmen für Fischausstieg und Wirkungskontrolle lernen über wie eine Wirkungskontrolle zu machen. So, das war ein bisschen den Auftrag. Wir haben an Happy Aquarius und Simabio gegeben. So, sie haben das gemacht und in dieser Studie, die ist publiziert an unserer Webseite, ihr werdet finden dann eine Zusammenfassung von etwas 57 Studien sie haben gefunden und das insgesamt, die sind 44 Fälle von Wirkungskontrollen an Fischabstiegsmaßnahmen. So, dann den Bericht geht weiter um die Maßnahmen zur Leitung und zum Schutz der Fische, wie sie funktionieren, wie sie waren beurteilt und so weiter. Diskussion über diese Maßnahmen. In die Beispiele, wir haben in diesem Bericht, der Hauptteil sind Feinrechten für Schutz und Leitung. Das ist 32 Fälle. Aber es gibt auch andere Maßnahmen wie Tauchwände oder elektrische Barriere und so weiter. Dann, es geht weiter um die Maßnahmen, um die Fische unterzubringen, so bei Pässe oder Klappen oder so. Die sind auch diskutiert in diesem Bericht. Und dann der Hauptteil, ich würde sagen, es geht um die Wirkungskontrolle-Methoden. Was sind die Methoden, die waren genutzt? Waren sie gut beurteilt für eine Fischabstieg-Evaluation oder so? So, es gibt hier Telemetrie, Bit-Tagging, Befischungen, Reusen. Es gibt ein sehr großes Spektrum von Möglichkeiten und die sind präsentiert, beurteilt und diskutiert. Am Ende der Bericht macht auch Empfehlungen. So, wie gesagt, wir können noch nicht ein Standard entwickeln, aber es gibt schon hier Empfehlungen, wie zu machen. So, welche Methode kann welche Fragen antworten? Wie sollen die Zielarten gewählt? Äh, auch Empfehlungen über die Stichprobengrößen, wie viele Fische sollen wir markieren für eine solche Studie und wie lange soll die Wirkungskontrolle dauern. So, das ist eine sehr kurze Zusammenfassung von der Inhalt der Studie und ich lasse dann die Autoren präsentieren auf Französisch mehr in Detail den Inhalt von dem Bericht. So, ich gebe jetzt den Wort an Frank Cataneo und er wird das präsentieren. Danke. Bon, merci beaucoup Simon pour cette introduction et puis pour ta confiance pour nous avoir confié cette étude. Et puis merci à l'équipe de l'Agenda 21 pour nous permettre de présenter les résultats de ces travaux. Donc ces travaux ont été réalisés avec mes collègues Jérôme et Alex des bureaux Aquarius et Simabio et puis une postdoctorante que nous avions engagée, donc Juliette Becquet, pour participer à cette étude. Donc, cette étude fait suite à une réponse à un cahier des charges proposé par Simon durant l'année 2022. Donc, le travail a été réalisé durant l'année 2023 essentiellement, et vous pouvez trouver le rapport disponible en PDF sur le site, enfin, sur l'adresse qui est mentionnée. Oh, pardon, j'ai cliqué dessus, j'ai fait une bêtise.
Voilà, à l'adresse qui est mentionnée ici. Donc tout est disponible. Alors rapidement, je vous rappelle le contexte de l'étude. Donc le contexte, bah, c'est la loi sur l'eau de 2011 qui demande d'assainir les impacts liés à l'utilisation de la force hydraulique et notamment la problématique de la migration piscicole qui doit être établie aussi bien en montaison qu'en dévalaison. Alors pour la Suisse, c'est un enjeu qui est fondamental et qui est surtout très, je dirais, qui est de taille, puisque les travaux devraient débuter avant 2030, donc ça laisse, je dirais, très très peu de temps, sachant que d'après un diagnostic qui avait été établi il y a quelques années, il y a environ 700 ouvrages qui nécessitent un assainissement à la dévalaison. Alors, l'assainissement de ces ouvrages bah, suit son cours depuis une dizaine d'années maintenant environ. Donc, progressivement, de plus en plus d'ouvrages sont assainis, à la fois en montaison et en dévalaison. La problématique pour la dévalaison, c'est que finalement, on a beaucoup moins de connaissances que pour la montaison. Dans la bibliographie, les études sont beaucoup plus récentes, je dirais. Et la difficulté pour l'OFEV d'évaluer des projets qui visent à estimer justement l'efficacité des mesures prises pour rétablir la dévalaison, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'indicateurs standardisés qui permettent une évaluation objective et qu'il n'y a pas non plus de méthodologie standardisée qui serait applicable finalement à des ouvrages très divers, donc dans des petits ou des grands cours d'eau, des petits ou des grands ouvrages, etc., et qui permettrait vraiment d'établir des comparaisons pour arriver justement à des valeurs de référence qu'on pourrait attendre en termes d'objectifs. Alors, nous, les objectifs qu'on avait dans ce travail, c'était tout d'abord de faire une revue de la littérature scientifique en essayant d'identifier bah, les articles, les rapports euh, qui documentait des contrôles d'efficacité de mesures d'assainissement de la dévalaison. Ensuite, on devait élaborer, alors une base de données, c'est peut-être un peu ambitieux, mais au moins en tout cas un tableau pour commencer sous format Excel avec les informations les plus pertinentes qui permettent d'évaluer l'efficacité de mesures d'assainissement de la dévalaison, mais un tableau qui puisse aussi facilement être implémenté par de nouveaux cas et qui puisse à terme bah, constituer une base de données de référence. L'idée, c'est également d'identifier les informations importantes qui doivent figurer dans les études afin de pouvoir contrôler les effets des mesures d'assainissement pour ensuite faciliter leur exploitation et la comparaison des cas. On avait également pour objectif de proposer une démarche méthodologique avec un ou des protocoles d'évaluation de l'efficacité de la dévalaison qu'on pourrait bah, mettre en place pour de futurs projets d'assainissement. Et enfin, bah, discuter des critères qu'il est important de prendre en compte pour justement arriver à définir ces objectifs d'assainissement. Alors, en termes de méthodologie, on s'est appuyé sur trois grandes méthodes, si on peut dire. La première approche, c'est une recherche bibliographique, alors qu'on a délibérément voulu très large au départ. Donc, on s'est appuyé sur de la littérature scientifique, des articles publiés donc, par des grandes bases Internet, Google Scholar, Web of Science, Science Direct, ce genre de choses. Donc, en utilisant des mots-clés, je dirais, relativement larges pour être sûr, je dirais, de ne rien rater. Ensuite, parce que sur ces bases, il n'y a pas forcément toute la littérature grise, tous les rapports, toutes les études de cas qui peuvent être peut-être un petit peu plus confidentielles. On a voulu aussi consulter un groupe d'experts. Donc, on a euh, identifié des personnes, on va dire, de référence. Alors, c'est surtout là, bah, en France, en Belgique et puis en Allemagne, également en Autriche. Et on a contacté ces personnes. Alors, c'était davantage dans l'objectif que ces personnes nous donnent accès à des cas qu'on n'aurait pas identifiés dans la bibliographie scientifique. Si c'est des études qui ne sont pas publiées, si ça fait seulement le cas de rapports, par exemple, plus ou moins confidentiels. Donc voilà, si ces personnes avaient connaissance de cas comme ça et dont elles pourraient nous faire part. Et puis la troisième approche, bah, c'est, je dirais, nos expériences propres, parce que aussi bien du côté d'Aquarius que de Cimabio, bah, ils bénéficient d'une grande expérience sur ces questions de migration piscicole et notamment de dévalaison. Et ces expériences bah, sont également importantes à prendre en compte. Et donc, on a euh, proposé ce travail donc, à une collaboratrice scientifique qui était postdoctorante chez nous, donc Juliette Becquet, avec pour objectif final de produire une base de données donc qui synthétiserait les principales informations qu'on a pu trouver dans la littérature scientifique, et puis bah, un rapport de synthèse qui est bah, ce que je vous présente ici.
et donc qui est disponible sur Internet. Alors, je vais vous présenter tout d'abord la compilation de cas qu'on a réussi à faire. Donc, ça constitue le livrable, on va dire, tableau de synthèse. Donc, ce tableau de synthèse, c'est un tableau sous format Excel, hein. Donc, ça a fait l'objet d'une discussion avec Simon et on a décidé de faire ça sous Excel, notamment pour la simplicité, je dirais, essentiellement. Ce tableau, il est structuré en 6 grandes catégories d'informations pour un total de 62 champs renseignés. Alors, ces catégories, elles se structurent tout d'abord en tout ce qui concerne la référence de l'étude. Évidemment, on identifie les auteurs, le titre de l'étude, l'année, etc. Et si ça concerne un suivi post-assainissement, parce qu'au départ, on focalisait vraiment sur les études qui concernaient des suivis post-assainissement de la dévalaison, mais on a eu quand même des difficultés à mettre la main sur beaucoup d'études. Il y en a quand même pas tant que ça. Donc, on a dû élargir un petit peu et également intégrer des études finalement qui ne sont pas vraiment des suivis post-assainissement. Dans ces catégories, il y a également tout ce qui concerne la localisation de l'ouvrage et son contexte hydrologique et physiographique, tout ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'ouvrage, les mesures prises en faveur de la dévalaison piscicole, donc notamment les dispositifs de dévalaison et puis éventuellement leurs caractéristiques techniques lorsqu'elles étaient précisées, les caractéristiques du suivi piscicole, donc les méthodes de suivi et puis les espèces principales qui ont été étudiées, les effectifs, ainsi que les principaux indicateurs qui ont été utilisés. Et enfin, l'évaluation de la franchissabilité. Donc ça, c'est soit une appréciation qui était donnée directement par les auteurs, soit c'est une appréciation qu'on pouvait, je dirais, euh, comment dire, déduire, en tout cas de la discussion qu'ont fait les auteurs de leurs résultats, puis éventuellement des remarques. Donc, alors vous avez ici un exemple en fait de définition de ces champs qui sont renseignés, hein. Donc tout ça c'est dans le rapport, donc je ne vais pas m'apesantir dessus, mais chaque champ est bien défini. Et finalement, à l'issue de ce travail bibliographique, bah, on a réussi à compiler alors 27 études, mais qui concernent finalement 44 cas différents. Alors des cas, c'est soit des ouvrages différents, soit des ouvrages, mais qui ont été étudiés des années différentes ou par des méthodes différentes. Et donc, vous voyez que la plupart des cas nous viennent d'Allemagne, ensuite de Suisse et puis d'Autriche, les autres pays étant un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus confidentiels. Et alors, une brève statistique, je dirais, mais on se rend compte assez rapidement que dans les cas qu'on a étudiés, ben, on a une majorité de petits ouvrages. Vous avez les valeurs médianes qui sont indiquées là en jaune, donc des puissances maximales de 0,42 MW, débit d'équipement d'environ 14 mètres cubes et puis des hauteurs de chute d'environ 3 mètres. Donc on peut dire qu'on est plutôt sur des petits ouvrages dans l'ensemble. Alors je vais vous présenter, je vais arrêter le partage et vous présenter ce tableau. Voilà comment il se présente. Donc, c'est un tableau Excel. Donc, avec les catégories sur la première ligne, là, en couleur, vous avez les 6 catégories que je vous ai définies. Donc, l'étude, la localisation, l'hydrologie, les caractéristiques de l'ouvrage, euh, les mesures qui ont été prises pour l'assainissement de la dévalaison, les mesures de suivi piscicole, et puis, enfin, l'évaluation de la dévalaison. Vous avez donc les cas qui sont reportés donc en ligne. Donc, il y a 44 cas en tout. Alors, parfois, il y a des valeurs manquantes, hein. Certaines cases ne sont pas remplies, tout simplement parce que nous n'avons pas trouvé l'information dans l'étude, hein. Elle n'était pas indiquée. Ça arrive. Donc, voilà, on peut prendre un cas, par exemple, le cas 12B ici. Donc, c'est l'étude de Knot et al. En 2023, Downstream Fish Passage at Small Scale Hydropower Plants, Turbine on Bypass, donc qui nous vient d'Allemagne, sur le cours d'eau de la Regnitz, débit moyen 35 mètres cubes, grosso modo, largeur 55 mètres. C'est une zone à barbeau. L'ouvrage concerné, voilà, Bayersdorf-Wallerstadt, la localisation, une centrale au fil de l'eau. Vous avez les caractéristiques de puissance, débit, hauteur de chute.
En termes d'ouvrage de dévalaison, ben voilà, c'est une grille verticale inclinée avec un espacement des barres de 15 mm, une inclinaison de plan de grille de 27 degrés, fente à passe verticale plus canal de dévalaison. C'est une étude qui a eu lieu en 2015, qui a duré 84 mois. Voilà. Et puis, vous avez, c'est à l'échelle de la communauté, 19 espèces ont été enregistrées, etc. Vous avez des valeurs sur le nombre total de poissons comptés, en l'occurrence un peu plus de 2000. Des valeurs sur les efficacités de passage. Donc là, on est à 11,7%. Voilà. Et puis, une évaluation. Alors, par rapport à des guildes, par exemple pour les poissons de fond, les grands poissons, les petits poissons, et puis une évaluation sur la méthode de suivi piscicole et sur l'efficacité de la mesure de dévalaison, avec éventuellement des commentaires, donc je dirais important à prendre en compte pour évaluer l'étude. Donc, voilà à quoi ressemble le tableau. Donc l'idée, bah, c'est que ce tableau, voilà, il puisse être implémenté. Hein, voilà, on peut simplement rajouter des lignes et puis bah, tenter de remplir les champs qui ont été prédéfinis. Et je passe la parole à Jérôme pour, euh, pour la suite. Merci Franck. Pour la suite, ben, ce qui est important, c'est déjà de bien comprendre ce dont on parle. Donc, qu'est-ce qu'on entend par dispositif de dévalaison? Parce qu'en effet, ben, la loi fédérale sur la pêche définit que l'objectif, c'est d'éviter que les poissons soient tués par les machines au droit des installations hydroélectriques. Donc, implicitement, on parle finalement d'une mesure de protection. C'est la raison pour laquelle, dans les recommandations fédérales, il y a des précisions qui ont été apportées. Alors, je pense que tu peux rester sur la dia précédente. Excuse-moi. Ah, pardon, Ah non, excuse-moi. c'est tout bon. Et en fait, ben, ces compléments, c'est notamment de permettre aux poissons vraiment de passer en aval d'un dispositif, en aval d'une centrale hydroélectrique en toute sécurité le long d'un corridor de migration. Et l'objectif, c'est également de guider ces poissons dans ce couloir de migration. Il y a toute une catégorie de dispositifs qui existent, qui sont catégorisés dans différentes rubriques, notamment dans la recommandation fédérale. Et à la diapositive suivante, je pense que il est généralement assez, on va dire, logique de regrouper ces catégories dans trois grands groupes. Un groupe qui est lié à la protection, donc vraiment dédié à protéger les poissons et à les empêcher de suivre le circuit de turbinage et d'entrer en contact avec les turbines. Une deuxième catégorie, c'est le guidage, donc c'est comment diriger le poisson ou l'inciter à aller vers le dispositif de dévalaison à proprement parler. Donc là, en l'occurrence, on a une représentation d'un bypass de dévalaison. Et ce qu'on sous-estime souvent, c'est que finalement, au moment où le poisson veut s'engager et franchir un obstacle, eh ben, il peut souvent pas le faire en quelques centimètres. Il a besoin de parcourir une certaine distance, quelquefois quelques mètres, d'autres fois plusieurs mètres, voire plusieurs dizaines de mètres, ou même des fois plus de 100 mètres, pour arriver à l'aval d'un barrage, d'un obstacle. Donc, il y a aussi cette partie de transfert qui est très importante. Au final, il est nécessaire de bien comprendre quels sont les ouvrages dont on parle, quels sont les dispositifs qui sont évalués, quelles sont leurs fonctions. Et ça, c'est vraiment quelque chose de capital pour pouvoir définir quels sont les objectifs et les méthodes de suivi qui leur sont adaptées. Donc, pour parler des méthodes de suivi, je repasse la parole à Franck. Voilà, donc je vais vous faire un bilan de ces méthodes de suivi qu'on a pu finalement observer dans les 44 cas qu'on a étudiés. Donc alors, cette figure paraît un petit peu abjecte premier abord, elle est un peu complexe. Donc je vous ai mis la légende en dessous pour que vous puissiez, pour que la figure soit autoportante, hein, pour qu'elle puisse se comprendre d'elle-même. Mais de manière relativement simple, vous avez les différentes méthodes de suivi piscicole qu'on a pu identifier dans toutes ces études. Et la taille des cercles est proportionnelle au nombre de cas qui utilisent cette méthode. Et les flèches entre deux méthodes indiquent que ces méthodes ont été utilisées conjointement, avec le nombre de fois où elles ont été trouvées conjointement. Et puis dans les carrés rouges,
associés ici à chaque méthode. Je vais pointer. Dans ces carrés rouges ici, en fait, c'est le nombre de fois où la méthode est utilisée toute seule, donc sans méthode complémentaire. Alors, un rapide bilan de ces méthodes de dévalaison, finalement, permet de dégager deux grandes tendances. Il y a les méthodes, on va dire les approches qui vont être basées sur de la télémétrie et les approches qui vont être basées sur du piégeage, grosso modo. Et ces deux grandes tendances, elles dépendent alors avant tout de l'objectif biologique, entre guillemets, c'est-à-dire est-ce que pour l'ouvrage qu'on étudie, est-ce qu'on a une espèce cible ou deux ou trois, on va dire un petit nombre d'espèces cibles, ou alors est-ce qu'on parle de la dévalaison plutôt à l'échelle d'une communauté piscicole, et là on entend 10, 15, parfois 20 espèces, voire plus dans certains cas. Donc ça va être le premier critère qui va déterminer, je dirais, une des deux grandes tendances. Ensuite, ça va être alors les indicateurs visés aussi. Est-ce qu'on veut des indicateurs vraiment quantitatifs et précis ou au contraire, est-ce qu'on veut par exemple que des flux de poissons qui dévalent, avoir une idée finalement du nombre d'individus qui dévalent? Donc ça, on va revenir après sur ces indicateurs. Et puis le troisième point important, ça va être la configuration de l'ouvrage et notamment comment il est équipé pour faire dévaler les poissons. Donc ça va être le nombre de voies de passage, leur type, leur dimension, etc. Sachant que parfois, la dimension de l'ouvrage va être limitante pour certaines méthodes. Voilà. Alors, si on focalise d'abord sur les méthodes orientées télémétrie, alors la télémétrie, je fais surtout référence à la télémétrie radio ou acoustique, sachant que le pit tagging est aussi une méthode de télémétrie dans ce cas-là. Et là, je parle plutôt soit de la radio, soit de l'acoustique. Donc ces méthodes, dans la grande majorité des cas, elles sont utilisées toutes seules. Finalement, elles n'ont pas forcément besoin de méthodes complémentaires pour apporter des informations en plus. Donc, ce sont des méthodes qui reposent sur un marquage individuel. Donc, en fait, on est capable d'identifier le devenir de chaque poisson qui est marqué et donc de savoir comment il se comporte et par quelle voie il va dévaler. Donc ça, c'est plutôt favorable lorsqu'on a une seule espèce cible. Et dans ce cas-là, typiquement, l'espèce cible, c'est souvent la truite. C'est plutôt dans des petits cours d'eau où la communauté est pas aussi spécifique. Il y a 3, 4, 5 espèces avec une espèce cible qui est souvent la truite. Alors quand on est en Europe du Nord, tout ça, ça va être plutôt le saumon, l'espèce cible. Mais bon, voilà, c'est souvent un salmonidé. Et on utilise ça plutôt quand les espèces ont une certaine tendance à la mobilité. C'est plutôt sur des espèces qui vont naturellement bouger beaucoup. Donc, c'est utilisé par exemple sur des migrateurs, aussi sur l'anguille par exemple, ou sur des aloses. Alors, les indicateurs qu'on va obtenir grâce à ces méthodes, ça va plutôt être des informations relatives. Donc là, Alexandre va en parler après, mais ça va être plutôt une proportion par rapport à un effectif d'individus marqués, avec des indicateurs vraiment quantitatifs et précis, tels que ceux que je vous ai affichés ici, qui vous seront définis juste après. La deuxième grande tendance, donc, ce sont les suivis qui sont basés sur des méthodes de piégeage. Alors, il y a différentes méthodes de piégeage, piégeage ou vidéocomptage. Alors, ces méthodes, elles sont rarement utilisées seules, seulement dans 4 cas sur 18. Donc, très souvent, on va avoir besoin d'autres méthodes complémentaires de manière à apporter des informations en plus de ces dispositifs de comptage. Donc ça, c'est plutôt quand on s'intéresse à une communauté. Donc on va être plutôt dans des cours d'eau, on va dire peut-être un petit peu plus grands, de taille un peu supérieure, où on va avoir plusieurs espèces. Typiquement, ça va être une dizaine d'espèces ou voire plus. Les informations qu'on va obtenir par ces dispositifs, elles sont essentiellement quantitatives, mais ça va être des flux nets. Donc ça va être un nombre d'individus qui dévalent. Voilà, on va observer ça. Et très souvent, on va avoir besoin d'informations complémentaires que pourrait nous apporter, par exemple, la pêche électrique ou, par exemple, l'utilisation de sonar pour avoir des informations sur la structure de la communauté en amont de l'ouvrage. Donc, structure en composition, en termes de composition, la proportion des différentes espèces, mais aussi la structure en taille des individus qui composent cette communauté, ou alors des informations sur le comportement de ces espèces quand ils arrivent, par exemple, face au dispositif de guidage. C'est par exemple ce qui est fait avec l'utilisation conjointe de sonar. Donc là, voilà, on vous présentera aussi différents types d'indicateurs qui peuvent être en tout cas utilisés sur la base de ces dispositifs de piégeage. Et donc, je passe
la parole à Alexandre, justement, pour nous présenter ces indicateurs. Merci Franck. Donc effectivement, les indicateurs, c'est quelque chose d'essentiel pour bien savoir ce qu'on évalue en termes de migration piscicole, que ce soit pour la montaison et pour la dévalaison. Et donc pour essayer d'expliciter ce qui se cache derrière chaque indicateur, on a essayé de prendre un cas assez théorique pour que vous compreniez bien et qui est illustré. Donc on va partir d'une population théorique de poissons, d'une douzaine d'individus. Sur une population, on a généralement une fraction qui va être migrante, qui va être en dynamique de dévalaison. Et donc ça, c'est la première chose qu'on cherche à évaluer quand on travaille à proximité d'un ouvrage, c'est de savoir quelle est la fraction en dynamique de dévalaison. Et donc dans ce cas théorique, on prend l'exemple de 10 individus sur 12, soit 83% de fraction migrante. Ensuite, ces poissons vont se rapprocher de l'ouvrage et certains d'entre eux vont être en capacité d'identifier l'entrée du dispositif de dévalaison. Et donc là, on utilise le terme d'attractivité pour parler vraiment de ce comportement d'approche du poisson vis-à-vis du dispositif. Donc là, c'est un cas théorique, mais c'est par exemple une goulotte de dévalaison à proximité d'un plan de grille. Et donc l'attractivité, c'est le ratio entre les individus qui se présentent et ceux qui sont en dynamique de dévalaison. Ensuite, une fraction de ces poissons va rentrer dans le dispositif. Et donc là, on parle d'accessibilité. Donc là, sur les 8 poissons qui se sont présentés à l'entrée, 6 ont pénétré dans le dispositif, soit une accessibilité de 75%. Et puis par la suite, ces individus vont cheminer dans le dispositif pour arriver in fine à l'aval du barrage. Et là, on parle de franchissabilité quand on regarde le ratio entre les individus rentrés dans le dispositif et ceux en sortie. Là, dans ce cas, j'ai pris l'exemple d'une franchissabilité de 100%, ce qui est généralement le cas dans les dispositifs de dévalaison où le poisson est guidé de manière forcée dans le dispositif et se retrouve généralement en pied d'ouvrage sur un dispositif évidemment qui est fonctionnel. Ce qui est différent de la montaison où on va vraiment chercher à caractériser cette franchissabilité. Et donc là, en dévalaison, on a défini ces 3 indicateurs, attractivité, accessibilité et franchissabilité, qui, combinés, représentent l'efficacité du dispositif. Il suffit simplement de les multiplier. Et on arrive, dans ce cas précis, à une efficacité de 60%, qui représente le ratio entre les individus qui sont sortis du dispositif de franchissement par rapport à la fraction migrante de 10 individus. Et là, on se réfère à une définition que j'ai reprise de Bunteal en 2012, qui définissait l'efficacité comme le nombre d'individus d'une espèce qui parviennent à franchir le dispositif par rapport à ceux qui essaient de le franchir. Et donc, par extension, on définit le nombre d'individus qui essaient de franchir l'ouvrage comme la fraction migrante, finalement, qui arrive en dévalaison au voisinage du barrage ou de l'obstacle. Donc, pour la dévalaison, les deux indicateurs essentiels sont vraiment l'attractivité et l'accessibilité des dispositifs qui vont déterminer, in fine, l'efficacité. On peut passer. Voilà. Donc, d'autres indicateurs qui sont également fréquemment utilisés, qui peuvent être très pertinents. Alors, Franck en a parlé tout à l'heure, notamment pour les systèmes de piégeage, et c'est la même chose pour les systèmes de vidéocomptage qu'on peut mettre en œuvre sur certains dispositifs de dévalaison. Il s'agit du flux d'individus. Donc là, on quantifie une quantité de poissons qui transitent au travers du dispositif. Donc là, c'est quelque chose d'assez courant sur différents ouvrages, on le verra après. La durée de franchissement qui peut aussi être un indicateur intéressant, notamment quand on a un dispositif qui peut être assez long, avec différentes étapes de franchissement. La durée peut renseigner sur la capacité du dispositif à guider le poisson jusqu'à la sortie. Autre indicateur, autre paramètre, le taux de blessure qui peut induire une mortalité différée. Là, on va plutôt pouvoir l'évaluer avec des dispositifs de piégeage, parfois par vidéocomptage. La sélectivité par espèce et par taille, qu'on peut aussi évaluer avec différents outils. Donc, sélectivité spécifique, à savoir que certains dispositifs vont favoriser certaines espèces par rapport à d'autres. Et par taille, ces mêmes dispositifs vont parfois favoriser des poissons de plus grande taille au détriment des plus petites tailles. C'est généralement dans ce sens-là que se produit la sélectivité. Donc, il est intéressant d'avoir des outils permettant d'évaluer si, en définitive, on est capable de faire transiter tout le cheptel piscicole et toutes les classes de taille en présence.
Et enfin, les indicateurs, alors un indicateur qui peut être complémentaire, qui n'est pas forcément essentiel, mais c'est le taux de repli, à savoir que des individus peuvent avoir des comportements atypiques, se présenter au niveau d'un dispositif de dévalaison et ensuite enchaîner sur une montaison. On va même voir certains individus qui vont utiliser le dispositif et remonter par une passe à poisson dans la foulée. Donc ces comportements atypiques peuvent être aussi intéressants pour une meilleure compréhension du fonctionnement de l'ouvrage. Donc ensuite, on a essayé avec donc Franck et Jérôme de reprendre toutes ces méthodes d'évaluation et de les synthétiser dans ce tableau que vous retrouverez dans le rapport. Alors que je ne vais pas détailler aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'objectif, simplement vous pouvez vous y référer. L'idée était de reprendre différents objectifs d'assainissement qu'on retrouve dans différentes études, d'y associer en face un indicateur, donc la liste des indicateurs que je viens de vous expliquer, et puis de définir quelle méthode est la plus appropriée, a priori, en fonction des connaissances disponibles, de la littérature et des connaissances des experts. Donc on a pondéré chacune de ces méthodes avec une grille d'appréciation de 1 à 3 niveaux pour déterminer quelle méthode est la plus appropriée, par exemple pour évaluer l'attractivité, l'accessibilité, la franchissabilité, ou pour plutôt s'intéresser à des taux de blessure des poissons. Donc à chaque fois, les méthodes vont être évaluées. Et donc ce qui ressort de ce tableau, c'est qu'on a deux objectifs finalement principaux, qui sont d'une part l'évaluation d'un flux de poissons au travers du dispositif et une connaissance de la diversité d'espèces et de tailles qui empruntent au dispositif. Et là, on a plutôt des évaluations par piégeage et par vidéocomptage. En revanche, si on cherche des informations beaucoup plus fines sur l'attractivité, l'accessibilité, la franchissabilité et, in fine, l'efficacité globale du dispositif, on va plutôt avoir recours à des méthodes de marquage, type pit tagging et télémétrie, qui vont permettre de décortiquer finalement le cheminement du poisson et d'avoir des niveaux d'efficacité sur chacune des étapes de migration. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de coupler les technologies. Franck l'a évoqué sur la quarantaine d'études que l'on a répertoriées. Il y a effectivement souvent des approches combinées qui sont utilisées et qui permettent d'avoir à la fois des informations sur les flux de poissons au travers du dispositif et également de renseigner la fonctionnalité de ce dispositif à travers les différents indicateurs établis. Alors, la question qui était posée au départ était de réfléchir à un dispositif standard, notamment pour le cas de l'utilisation de méthodes de télémétrie. Alors, télémétrie, Franck l'a dit, qui regroupe la télémétrie acoustique, la radiotélémétrie et également le pit tagging. C'est toutes les méthodes de télédétection, de détection à distance des individus après marquage. Alors, il existe une norme européenne qui a été au départ travaillée par un groupe de gestionnaires et chercheurs français, qui ensuite a été remontée au niveau européen, qui propose un design de suivi de la montaison et ou de la dévalaison par des dispositifs de télémétrie, radioacoustique ou RFID, avec l'idée de proposer différents points d'écoute, donc des récepteurs. Une fois qu'on a travaillé sur une population qui a été marquée, donc on a mis en œuvre un marquage sur une fraction de la population, différents récepteurs sont déployés au niveau de l'aire d'étude pour calculer les différents indicateurs. Donc on retrouve dans le tableau de gauche les indicateurs dont j'ai parlé précédemment, la fraction migrante, l'attractivité du dispositif, l'accessibilité, la franchissabilité et l'efficacité globale. Et en fonction de ces indicateurs, seront mis en place différents points d'écoute. Il en est proposé 6 avec 2 qui sont plutôt optionnels, qui vont apporter des informations, on va dire, complémentaires. Mais le design principal, optimal, regroupe 4 récepteurs. Localiser le premier, donc c'est le numéro 2, à l'amont direct de l'ouvrage, qui permet de caractériser la fraction migrante. Le numéro 3, qui va permettre, en fonction de la fraction migrante, d'évaluer l'attractivité du dispositif. Le numéro 4, qui est placé à l'intérieur du dispositif, va permettre de caractériser l'accessibilité. Et le numéro 5, qui va permettre d'évaluer la franchissabilité du dispositif. Et donc, avec les récepteurs 2, 3, 4, 5, on est en capacité d'évaluer l'efficacité globale du dispositif. Alors ça, c'est dans le cadre
d'un design optimal. On sait qu'il est parfois délicat d'avoir des points d'écoute sur toute la largeur. Alors, il est possible par radiotélémétrie ou télémétrie acoustique, et en combinant avec le pit tagging notamment, d'avoir différentes informations sur différents points d'écoute. Et donc, on peut arriver à ces designs optimaux, généralement en couplant des technologies, mais on peut aussi dégrader un petit peu l'information et se restreindre au dispositif même de dévalaison avec une information minimale qui sera obtenue avec un récepteur au voisinage de l'entrée et un récepteur en sortie qui permet déjà d'avoir un bon niveau de compréhension de la fonctionnalité du dispositif. Voilà, je laisse la parole à Jérôme. Merci Alexandre. Donc, si l'étude n'a pas permis de répondre à toutes les questions de base qui étaient posées, elle a en revanche permis de mettre en évidence certaines recommandations dans différentes catégories d'appréciation, notamment par exemple le choix des espèces cibles. Donc là, on s'approche d'une démarche qui est quand même assez similaire à celle de la montaison. Donc, on va sélectionner des espèces qui sont représentatives et potentielles par rapport à la zonation du cours d'eau. On va se concentrer majoritairement sur des espèces migratrices qui ont impérativement besoin d'effectuer une montaison également, une dévalaison pour effectuer leur cycle de vie. On a aussi des espèces avec des besoins de dimensionnement de dispositifs particuliers. On pense notamment à des espèces de très grande taille ou des espèces qui ont des capacités natatoires limitées, qui sont par exemple bloquées par des obstacles géométriques. On pense notamment au chabot. Il y a aussi toutes les espèces qui présentent des risques de mortalité accrus. Ça, c'est spécifiquement l'anguille avec son corps serpentiforme qui est particulièrement exposé au risque de mortalité lors du passage à travers les turbines. S'il y a des... On peut peut-être juste encore rester sur la diapositive avant, excuse-moi. Si on est dans une configuration avec des recommandations, il y a bien évidemment toujours des exceptions et toujours des particularités, hein. C'est typiquement, par exemple, pour des espèces très rares, comme le toxostome représenté sur l'image du haut. Lorsqu'on est sur des espèces extrêmement rares, très peu abondantes, et ben là, c'est clair qu'on ne va pas se permettre de capturer les espèces, de les marquer ou de les piéger. Il y a d'autres cas particuliers comme le silure qui, outre sa grande taille, est un poisson qui a été très largement introduit dans les cours d'eau et dans les bassins. Et finalement, des fois, il est plus gênant que finalement faisant partie des espèces qu'on aime suivre. C'est une espèce qui s'installe aussi bien dans les dispositifs de montaison et de dévalaison et dans lesquels il peut opérer une prédation. Il y a d'autres espèces comme la lamproie de plein air, ou on l'appelle également la petite lamproie, dont on ne connaît pas encore grand-chose en termes de dévalaison, hein. Elle a une phase larvaire qui est très peu mobile et puis une phase adulte qui effectue des déplacements, mais qu'on ne connaît pas encore très bien. Et on a aussi des cas particuliers pour des espèces néozoaires pour lesquelles il est possible qu'on ait envie d'obtenir de l'information pour mieux comprendre la dispersion ou les capacités de franchissement. C'est tout bon. Parmi les autres recommandations, il y a notamment les effectifs de poissons à considérer. Ça, c'est un sujet qui est assez complexe. Généralement, en fonction des différentes méthodologies employées, on essaie de trouver un compromis entre la robustesse du résultat qu'on aimerait obtenir, les aspects éthiques, puisque certaines méthodes sont invasives, donc sont soumises à toute la législation en lien avec les essais sur les animaux, et également les aspects coûts. Ce qu'il faut retenir, c'est que par exemple, pour la mise en œuvre d'une méthode de suivi par pit tagging, dans le cas du suivi de dévalaison, on a généralement des faibles taux de détection, de l'ordre de 20 à 30%, parfois beaucoup moins, et ceci, ça implique qu'il faut marquer suffisamment d'individus pour être robuste et avoir une chance d'obtenir des résultats. Concernant les classes de taille cible, au même titre que pour la montaison, on vise toutes les classes de taille concernées. Il y a d'ailleurs plusieurs études qui ont montré que sur des cours d'eau avec un spectre piscicole assez diversifié, ce sont très majoritairement des petits poissons, donc soit des petites espèces, soit des jeunes stades, qui vont se déplacer en dévalaison. Et ça influence aussi le choix des méthodes de suivi, puisque chaque méthode finalement présente des avantages et des inconvénients. Par exemple, des suivis par télémétrie, notamment radio et acoustique, sont limitantes en termes de taille de poissons pouvant être marqués. La vidéo, elle, présente un inconvénient, c'est qu'il est difficile souvent sur les suivis vidéo d'identifier des tout petits poissons.
Et concernant les filets, là, on est aussi contraint parce que si on veut capturer des petits poissons, on est obligé d'avoir une maille qui est très fine. Et dans ce cas de figure-là, on va aussi capter tous les déchets flottants. Ça demande une très forte manutention et on a aussi une augmentation de la probabilité de risque de blessure. Concernant l'origine du matériel biologique, d'où proviennent les poissons qu'on aimerait suivre, eh bien, clairement, il faut prioriser les poissons qui sont issus de la rivière, si possible, des individus naïfs qui n'ont jamais eu à franchir le dispositif. Alors, c'est toujours facile de dire qu'ils sont naïfs, mais de manière générale, il faut favoriser une translocation. Donc, on va privilégier les poissons qui sont présents à l'aval et on va les transloquer à l'amont du dispositif. Uniquement dans un second choix, on va privilégier des individus, des poissons sauvages qui viennent d'un affluent ou d'un bassin ou du même bassin versant assez proche. Attention toutefois au risque de maladie ou de croisement. Et dans un dernier recours, on va utiliser des poissons d'élevage. Il faut toutefois être conscient que l'utilisation de poissons qui ne sont pas issus de la rivière n'est pas idéale. Plusieurs études ont montré que le comportement des poissons qui ne sont pas issus de la rivière sont différents. Il y a aussi des poissons qui ont des capacités natatoires différentes. Donc, c'est souvent difficile de transposer ces résultats et de les interpréter en termes d'efficacité. Concernant le suivi et la durée de ce dernier, il y a de manière générale de fortes variations au niveau des peuplements piscicoles dans leur phénologie, leurs préférences et leurs intensités migratoires. On a aussi des conditions de répartition de débit qui sont très différentes selon les conditions hydrologiques. Donc le facteur hydroclimatique impose en fait un suivi qui devrait toujours au minimum être d'une année, en particulier sur les cours d'eau avec un spectre piscicole qui est limité. Et en revanche, quand on passe sur des cours d'eau avec un spectre piscicole qui est plus large, avec de nombreuses espèces, là, il faudrait idéalement au minimum viser 2 ans de suivi. Un des points de départ concernant l'acquisition des connaissances en termes de dévalaison, ben, c'est souvent l'élaboration du concept de contrôle des effets. Donc là, vraiment, le but, c'est de réussir à viser une meilleure uniformisation, une meilleure standardisation, afin de pouvoir plus facilement comparer les résultats qui sont obtenus. Pour ce faire, il existe maintenant, notamment sur le site de l'OFEV et de l'Agenda 21, des lignes directrices. Il y a des notices qui donnent déjà des ébauches de structure. Il est aussi très important de pouvoir définir des objectifs clairs et séparer ces approches par voie de dévalaison. Finalement, on l'a vu au début de la présentation, présenter et organiser les résultats de manière structurée, également selon des recommandations, ça permet de simplifier ensuite, dans une seconde étape, les recommandations. Ici, il y a un tableau qui figure dans le rapport et qui présente, si on veut bien, une synthèse, une approche synthétique de l'appréciation des objectifs. C'est une proposition, hein, c'est pas un standard, mais c'est une proposition. Ce qui est important de noter, c'est que c'est souvent impossible de suivre dans une étude toutes les voies de dévalaison. C'est aussi une démarche qui a un coût très important. Donc, souvent, mettre en œuvre de la télémétrie, mettre en œuvre des suivis avec des filets, c'est des opérations qui sont très coûteuses. Et ça, c'est finalement quelque chose qui doit être anticipé parce que la mise en œuvre d'un contrôle des effets, c'est aussi quelque chose qui est soumis à une certaine proportionnalité. On a besoin d'avoir une pesée des intérêts entre l'information qu'on va récolter et le coût du suivi. C'est la raison pour laquelle il est préconisé, dans la mesure du possible, toujours de définir ses priorités en concertation avec les autorités. Finalement, dans nos conclusions, on remarque que l'objectif principal qui était de réussir à définir quelles étaient les recommandations et les critères de succès d'une mesure d'assainissement, on n'a pas réussi à définir de critères ou de recommandations. Ceci, c'est essentiellement lié au fait qu'il y a une très grande diversité d'ouvrages hydroélectriques et pour chacun de ces ouvrages, on a finalement souvent plusieurs voies, plusieurs solutions de dévalaison. C'est également lié à la complexité, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, des coûts de mise en œuvre et des méthodes de suivi. Donc, on a souvent des suivis qui sont très partiels. On peut dire, OK, ce dispositif fonctionne bien,
Mais finalement, pour le reste des voies de dévalaison, on ne sait pas ou on n'a qu'une vague idée de ce qui se passe. C'est également en raison de l'hétérogénéité des résultats et des méthodes d'évaluation. En revanche, il est évident que dans les perspectives, il faut absolument poursuivre la recherche, notamment l'alimentation d'une base de données des résultats des différents suivis, contrôle des effets ou projets pilotes également en cours. C'est également très important de parvenir à exploiter idéalement davantage les travaux de recherche sur la dévalaison indépendamment des mesures d'assainissement. On peut par exemple prendre des suivis sur des nouvelles installations hydroélectriques qui en principe doivent être construites selon des nouveaux standards. Et bien sûr, compléter les méthodes de suivi usuellement employées. On a toujours de la recherche qui s'effectue, toujours des nouvelles méthodes, l'amélioration également de certaines connaissances. Et on peut par exemple aborder certains indicateurs complémentaires comme les analyses et les exemples génétiques qui permettent de définir aussi une certaine forme d'efficacité des mesures de reconnexion de la dévalaison. Voilà, donc on arrive au bout de la présentation. J'espère qu'on a tenu le timing. Je crois on a peut-être juste un peu dépassé, mais on est pas mal. On est pas mal. Von dieser Studie von unserer Seite ist das so zuerst, dass die Kenntnisse aktuell sind nicht genügend, um einen Standard zu entwickeln. Das ist etwas, das kam klar von dieser Studie. Es gab nicht so viele Beispiele und die waren sehr unterschiedlich in die Größe, die Arten, die Methoden und so. Wir könnten nicht sicher ein Standard entwickeln. So, das ist eine erste Schritte hier in Richtung eine bessere Verständnis von Wirkungskontrollen, Fischabstieg, aber es ist noch nicht geregelt. Eine große Herausforderung für Fischabstieg im Vergleich mit Fischaufstieg ist, dass es gibt viele Abstiegskorridoren in einer Anlage normalerweise. Es gibt mehrere Abstiegskorridore durch Turbinen, über Wehrklappen, durch die Fischaufstiegshilfe manchmal auch, durch den Bypass, wenn es gibt einen oder so. Und das macht die Arbeit schwieriger als für eine Fischaufstiegsmaßnahme, weil oft es gibt nur einen Weg für die Fische von unten über das Wehr. So, was wir im Baufood dann denken, ist, dass wir müssen diese Wirkungskontrolle durchführen und die Erfahrungen sammeln. Und dann haben wir auch den Projekt Lernprozess, die läuft im Moment und die hat den Ziel, die Erfahrungen zu sammeln und zu lernen von diesen Erfahrungen. So, wir sehen, dass die nächsten Schritte werden in diese Richtung gehen. Und was wir finden, ist schon hilfreich in diesem Bericht, ist, dass wenn jemand, Büro, Kanton oder so, muss ein Fischabstieg-Monitoring planen. Es gibt schon Empfehlungen hier bezüglich Zielachten, Mengen, welche Methoden für welche Fragen, was sind die wichtigen Punkte, die sollen in die Studie genommen und so. Und die Excel-Tabelle, die ist in Anhang mit der Studie, kann genutzt sein, ein bisschen, um die Resultate zu vergleichen. Ich habe eine Anlage, die ist so groß, es gab ein Feinrechen so. Es kann einfach gefiltert sein in die Tabelle und vielleicht die Resultate können vergleicht mit den anderen Studien, die waren hier integriert. So, das ist alles von meiner Seite. Danke.